Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je tourne à gauche. Je cède la priorité. Réponse A, au piéton. Réponse B, à gauche. Réponse C, à droite. Alors tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a un piéton qui s'engage sur le passage piéton. Donc je devrais tout d'abord céder la priorité au piéton. Ensuite ici, on est dans une intersection en T qui est gérée ni par une signalisation verticale, ni par une signalisation horizontale. Donc ici, la règle de priorité qui s'applique, c'est la priorité à droite. Je dois donc céder la priorité au véhicule venant de droite avant de pouvoir tourner à gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 2. Le soleil m'éblouit. Réponse A, je place mes mains devant mes yeux. Réponse B, je descends le pare-soleil. Réponse C, je ralentis. Réponse D, je mets des lunettes de soleil. Alors, ça vous arrivera très souvent de vous faire éblouir par le soleil lors de la conduite. La première chose à faire lorsqu'on est ébloui, c'est de ralentir. Vu qu'on voit mal ce qu'il y a devant, on ralentit en premier lieu. En deuxième lieu, on descend le pare-soleil. Et en troisième lieu, si possible et si vous en avez à disposition, de mettre des lunettes de soleil. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 3. Un véhicule arrive en sens inverse. Réponse A, je dépasse le cycliste. Réponse B, je ralentis. Alors, je pense que tu sais déjà que en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, tu dois tenir un intervalle de sécurité de 1 mètre. Alors, ici, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Donc, il est très peu probable qu'on puisse tenir cet intervalle de sécurité. Donc, ce que je fais dans cette situation, je ralentis, j'attends que la voiture passe et je regarderai le moment venu si je peux dépasser le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Pour ouvrir le capot, je dois activer, réponse A, une commande se trouvant sous le capot seulement. Réponse B, une commande se trouvant dans le véhicule seulement. Réponse C, une commande se trouvant dans le véhicule et sous le capot. Alors, comment faire pour ouvrir le capot d'un véhicule? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, tu devras activer la manette qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Et regarde bien, il y aura même une petite indication. Ensuite, une fois devant le capot, il y a une manette qui se situe
en dessous sur la fente. Et voilà, vous voyez la monette, elle est juste ici. Et ici, la petite encoche du levier. Ensuite, il faut mettre la barre jaune dans la petite encoche pour pouvoir maintenir ouvert le capot en sécurité. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 5. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois: réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Dans ce cas, la personne est inconsciente. Afin de la secourir, réponse C, je retire son casque. Réponse D, je l'écarte de la chaussée. Alors, si vous êtes témoin ou partie prenante d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. P-A-S. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, ici, on est dans le cas d'un motard inconscient. Alors, surtout, lorsque vous avez affaire à un motard, ne jamais retirer son casque. Vous pouvez, par exemple, afin qu'il respire mieux, vous pouvez relever la visière, mais ne jamais retirer le casque. Est-ce que je l'écarte de la chaussée? Non, la personne est inconsciente, donc il ne faut jamais écarter une personne vers le bord de la route si elle est inconsciente. À part risque de suraccident, bien sûr. Mais dans les cas généraux, on ne fait pas ça. La victime est inconsciente, donc la bonne chose à faire ici, c'est de la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 6. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je cède la priorité aux véhicules dans la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question que vous vous posez régulièrement. Vous voyez, à notre droite, il y a une voie qui est délimitée par des lignes blanches épaisses. Donc, ligne blanche discontinue épaisse, ça veut dire que c'est une voie réservée. Alors, ici, on peut voir à qui elle est réservée grâce au marquage au sol. Donc, elle est réservée aux bus et aux vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une voie réservée à notre droite et qu'on veut nous-mêmes tourner à droite? Alors, c'est simple. Les véhicules qui sont dans leur voie réservée ont la priorité. Donc, il va falloir laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée pour ensuite pouvoir tourner.
vous ne pouvez pas tourner sans qu'il n'y ait personne sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour avertir de ma présence, je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on est dans une intersection qui est régie par, ici, un stop. Donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de marquer l'arrêt. Et pas seulement ralentir. Il faut que je marque l'arrêt au stop. Ensuite, est-ce que pour avertir de ma présence, je dois klaxonner? Non, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. De plus, ici, on voit bien que on est dans une agglomération éclairée. Donc, les gens me verront à l'intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 8. Grâce au détecteur d'angle mort, je n'ai plus besoin de la vision directe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système de détection d'angle mort est une aide à la conduite. Donc, cette aide à la conduite vous permet en fait de détecter les véhicules qui sont dans votre angle mort avec un petit pictogramme qui s'allume. Alors, par contre, il faut quand même que vous fassiez vos contrôles en vision directe. On ne sait jamais, le détecteur peut ne plus marcher correctement, notamment à cause des intempéries. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. À 70 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de... Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Réponse C, 49 mètres. Réponse D, 70 mètres. Alors, pour savoir comment on calcule la distance parcourue pendant 1 seconde, c'est très simple. Tu prends déjà la vitesse, ici 70 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, donc ici le chiffre des dizaines, c'est 7. Et ce chiffre, tu le multiplies par 3, ce qui donne 21. Donc, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 21 mètres. Alors là, sûrement que tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer la distance parcourue pendant 1 seconde? Nous, on veut juste avoir notre permis, on n'est pas des physiciens, on n'est pas des mathématiciens, ça nous sert à rien en fait. On n'est pas à un contrôle de physique. Eh ben non. Parce que pourquoi on vous pose cette question? C'est parce que c'est une question de cours. Regardez. C'est quoi la distance parcourue pendant le temps de réaction? Bah, c'est la distance parcourue pendant 1 seconde. Parce que le temps de réaction, c'est combien? Bah, c'est 1 seconde. Donc, calculer la distance parcourue pendant 1 seconde, ça équivaut à calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question. C'est pas par hasard, ça vient pas de nulle part. Là, on vous a demandé de calculer
la distance parcourue pendant le temps de réaction, tout simplement. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je vais bientôt rencontrer un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme le montre la signalisation, on a un panneau de danger qui nous informe d'un passage piéton. Donc oui, effectivement, on va rencontrer un passage piéton. Mais, encore une fois, cette signalisation est beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air. Pourquoi ? Parce qu'on a un panneau au-dessus de l'autre. Vous voyez, on a le panneau de danger qui nous informe d'un carrefour à sens giratoire qui est au-dessus du panneau de passage piéton. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme le panneau du passage piéton est en dessous du panneau giratoire, cela signifie que le passage piéton sera au niveau du sens giratoire. C'est ce qu'on appelle l'ordre de préséance des panneaux. Aussi, est-ce que je peux dépasser ce piéton ? Oui, bien sûr, on peut dépasser un usager vulnérable, même s'il y a une ligne blanche, à une seule condition. Alors rappelez-vous, cette condition c'est quoi ? C'est de chevaucher la ligne blanche. Et non pas la franchir. De plus, ici, l'intervalle de sécurité sera respecté en cas de chevauchement. Donc, pour répondre à la question, je vais bientôt rencontrer un passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Je peux dépasser ce piéton. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 11. Je risque une contravention si mon compteur est en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu dois savoir qu'un compteur non fonctionnel est passible donc d'une contravention de 3e classe, c'est-à-dire une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je peux tourner à gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Regardez bien, ici on a déjà un panneau donc d'indication qui nous indique la présence d'un tramway. Et en plus, on a donc un feu juste au-dessus qui clignote en rouge. Donc effectivement, ici, on doit s'arrêter pour laisser passer le tramway. Donc on ne peut pas tourner à gauche immédiatement. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Le bus risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, vous devez savoir que les bus ou les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que celui d'une voiture. Donc, lors d'un virage, ce genre de véhicule risque d'empiéter sur votre voie. Donc, ici, est-ce que le bus risque d'empiéter sur ma voie ? Bah oui, on le voit bien. La bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 14. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte, et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc, il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc, effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 15. Je risque de rencontrer des pierres sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau est un panneau de danger qui indique un risque de chute de pierre et de pierre sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Ce type de chargement est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la réglementation sur les chargements, il faut savoir que rien ne doit dépasser à l'avant. Donc, aucun porte-à-faux avant n'est autorisé. Le seul porte-à-faux autorisé est le porte-à-faux arrière. Donc, vous avez le droit à un porte-à-faux de 3 mètres au maximum. Sachant que dès 1 mètre de porte-à-faux, il faudra une signalisation réfléchissante. Donc ici, il n'y aura donc pas de limitation en hauteur. Donc ce type de chargement est-il interdit? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. En posant mon téléphone comme cela, je risque de répondre à un appel ou un message. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que l'utilisation du téléphone au volant, déjà, est interdit. Hein. C'est une contravention de classe 4, 135 € d'amende, 3 points en moins. Alors, pourquoi c'est interdit? Parce que, tout simplement, c'est interdit parce que l'usage du téléphone au volant est responsable d'à peu près 10% des accidents et multiplie par 3 le risque d'avoir un accident. Alors, c'est très mauvais de mettre son portable comme cela, parce qu'en fait, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message, tu vas être... de temps en temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Soit à l'appel, soit au message. Donc, tu vas être tenté.
Donc dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est de ranger le téléphone dans le sac. Alors, si tu utilises ton téléphone en tant que GPS, c'est très bien, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu désactives les appels entrants. Alors, ici, pour répondre à la question, est-ce qu'en posant mon téléphone comme ça, je risque de répondre à un appel? Bah oui, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 18. Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir. Alors là, c'est une évidence, hein. Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Cet emplacement est réservé. Réponse A, à l'écopartage. Réponse B, au covoiturage. Alors cette question elle est intéressante parce que vous confondez toujours covoiturage, écopartage, écomobilité, écoconduite. Bon, aujourd'hui, on va voir la différence entre le covoiturage et l'écopartage. Alors, tu vois, ce panneau indique en fait le covoiturage. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Alors que le panneau pour l'écopartage, c'est celui-ci. Alors, le covoiturage, c'est quoi? Le covoiturage, c'est le fait de partager un itinéraire avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut même être des inconnus que tu trouveras via certaines applications. L'écopartage, c'est quoi? L'écopartage, c'est autre chose. L'écopartage, c'est le fait de louer un véhicule en libre service. Donc parfois pour moins d'une heure. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Alors ces deux choses différentes participent à l'écomobilité. C'est vrai. Mais c'est deux choses, deux concepts différents. Ici, cet emplacement est réservé au covoiturage. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 20. Après un accident, cette personne est consciente. Je dois. Réponse A. Couvrir ses blessures. Réponse B. Lui montrer l'état de ses blessures. Alors, lors d'un accident avec dommages
corporel, si je dois secourir une personne qui est consciente, je dois lui couvrir ses blessures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Dans cette situation, je klaxonne pour avertir de ma présence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, premièrement, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Mais ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de danger imminent, on est sur une agglomération de nuit éclairée, donc ici, tout le monde me voit, je n'ai pas besoin d'avertir de ma présence. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Cette photographie montre un levier de vitesse. Réponse A, manuel. Réponse B, automatique. Alors, ici, tu vois bien que c'est une boîte de vitesse qui est automatique. Tu peux le reconnaître parce que sur ce levier, il y a des lettres. Alors, que signifient ces lettres? Alors, tu as tout d'abord la lettre S. La lettre S qui veut dire séquentiel. Ça, c'est quand tu veux utiliser la boîte de vitesse en séquentiel. La lettre D pour drive qui indique la conduite. La lettre N pour neutral qui indique le point mort. La lettre R pour rire qui veut dire marche arrière. Et la lettre P pour parking qui veut dire stationnement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je passe en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une évidence. On est hors agglomération, il fait nuit, donc on roule en feu de route, ça c'est normal. Et par contre là, on va prendre un virage sinueux, donc on risque de rencontrer quelqu'un et on risque de l'éblouir et de le surprendre pendant qu'il tourne. Donc c'est une situation très dangereuse. Donc ici, effectivement, on passe en feu de croisement pour le virage et ensuite on rallume les feux de route. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Je roule à 50 km/h. Ma vitesse est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ici, on va voir 3 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on roule de nuit, donc avec une visibilité plus faible qu'en journée. La deuxième, regarde bien, c'est qu'on est en pente, donc ce qui augmente notre manque de visibilité. La troisième, c'est la signalisation verticale, le panneau qui se trouve à droite et qui nous indique qu'il va falloir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Donc, pour ces 3 raisons, ma vitesse n'est pas adaptée. Ici, je dois ralentir. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Ma batterie est déchargée. Je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule qui n'est pas en panne, en fait, le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va moteur éteint, tous les deux moteurs éteints. On va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui ne fonctionne pas. Alors attention, parfois, les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux. Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir, et ensuite les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement. Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 27. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute. Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route. Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau
sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré, il y a également le signe de l'autoroute, tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur les voies le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc, tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Question numéro 28. Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 54 mètres, réponse B, 81 mètres. En cas de contrôle, j'encours un retrait de réponse C, 6 points, réponse D, 3 points. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou même les vidéos YouTube. La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. En tout cas, du véhicule qu'il y a devant toi. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance de sécurité, elle se calcule et tu dois savoir la calculer pour passer ton code. Comment on fait? On prend la vitesse, ici 90 km/h, on extrait la dizaine, ici la dizaine c'est 9, et on multiplie ce chiffre par 6, ce qui nous donne ici 54. Donc à 90 km/h, la distance de sécurité est de 54 mètres. Si tu ne respectes pas cette distance de sécurité réglementaire, c'est une contravention de 4e classe, tu encours 3 points sur ton permis de conduire et également une amende de 135 €. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Question numéro 29. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite? Étant donné que je tourne à droite, est-ce que c'est pertinent de laisser de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Eh bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Hein? Là, on a des traits pointillés, il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui, réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui, réponse C. Question numéro 30. Avant d'installer un enfant dans son siège, je retire son blouson. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, effectivement, il faut retirer le blouson des enfants qu'on installe dans un siège bébé pour deux raisons. Une, raison de sécurité, parce que parfois les blousons sont un peu trop gros et donc les ceintures de sécurité sont mal attachées. Aussi, pour des raisons de température, c'est-à-dire que le siège bébé lui-même, de par sa composition, va faire augmenter la température. Donc ici, pour ces deux raisons, avant d'installer un enfant dans son siège, on retire son blouson. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 31. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 32. La vitesse maximale autorisée est de A. 130 km/h, B. 90 km/h. Alors, cette question, je dirais pas qu'elle est difficile, je dirais que il faut avoir suivi le cours pour le savoir, pour connaître la réponse. Alors, ici, comme vous le voyez, on est sur une autoroute, donc la A75, ou l'européenne 11. Normalement, la vitesse maximale autorisée est donc de 130 km/h. Seulement, il y a une exception, lorsqu'il y a des travaux. Alors, sur une autoroute ou sur une deux voies à chaussée séparées, les règles sont les suivantes. Alors, lorsqu'il ne reste plus que deux voies, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Lorsqu'il reste une seule voie,
la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. Je prends en compte les indices. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'assertion. Bien sûr, il faut prendre en compte la signalisation, le céder le passage en A, notre vitesse en D, bien sûr, les usagers qu'il y a derrière nous en B. Par contre, le camion qui circule en sens inverse sur une route en plus à chaussée séparée n'a aucune utilité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 34. Après avoir protégé la zone accidentée, je dois en premier lieu, réponse A, appeler les secours, réponse B, secourir la victime, réponse C, faire un prédiagnostic. Alors, vous devez savoir que si vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, vous devez respecter une certaine procédure. Alors, tout d'abord, il va falloir protéger, ensuite alerter et à la fin, secourir. Ces trois choses, vous devez les faire dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle le PA ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, dans cette question, d'accord, on dit qu'on a déjà protégé la zone accidentée. Donc, la deuxième étape est d'alerter les secours. Mais attention, alerter les secours, ça ne veut pas dire tout de suite les appeler. Alerter les secours, dans un premier temps, ce sera tout d'abord de réaliser un prédiagnostic. Alors, c'est quoi faire un prédiagnostic? Il y a deux choses à réaliser lorsqu'on fait un prédiagnostic. Tout d'abord, c'est d'avoir l'adresse exacte de l'accident. Si vous êtes en agglomération, le nom de la rue et le numéro de la rue. Si vous êtes sur route ou autoroute, vous pouvez tout simplement indiquer ce qu'il y a écrit sur soit la borne d'autoroute ou la borne de route, c'est-à-dire le numéro de l'autoroute et le point kilométrique, mais également le sens de circulation de l'autoroute. Par exemple, si vous êtes sur la A13, vers Versailles, bien indiqué que vous êtes sur la A13 en direction de Versailles. Donc ça, c'est la première étape du prédiagnostic. La deuxième étape, ce sera un état des lieux corporel de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, son état de conscience. Est-ce qu'elle est consciente ou non? Sa respiration. Est-ce qu'elle respire ou non? Est-ce qu'elle a un membre qui est visuellement cassé ou non? Si vous voyez une hémorragie externe ou non? Donc, voilà pour le prédiagnostic, c'est-à-dire la chose à faire avant d'appeler les secours. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Alors, clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux.
les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Ce panneau indique des avions à proximité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors encore une fois, question très simple, question de cours. Effectivement, cet avion, ce panneau de danger nous avertit de la présence d'avions à proximité. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 36. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé avant contravention est de A. 0,2 g par litre de sang, B. 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre ce document que vous pouvez retrouver dans la formation, donc, le taux maximal autorisé avant contravention pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang. Hein, lorsqu'on n'est pas en probatoire, c'est 0,5 g par litre de sang. Donc, sachez qu'au-delà de 0,2 g, c'est une contravention de classe 4, donc vous perdez 6 points. Et vous payez 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. L'éco-conduite permet de réduire la consommation en carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'éco-conduite, c'est quoi? L'éco-conduite, c'est mettre en place des manières de conduire qui soient respectueuses de l'environnement. Alors, ça se réduit à quoi? Ça se réduit à des manières de conduire. Par exemple, alléger le véhicule, préparer son itinéraire, vérifier la pression des pneus, rouler moins vite, limiter la climatisation. Voilà, c'est comment est-ce que tu conduis? Quels sont ton comportement de conduite et tes habitudes de conduite?
Donc effectivement, l'éco-conduite va permettre de réduire la consommation en carburant. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je circule sur route à chaussée séparée, avec mes feux de réponse A, route, réponse B, croisement. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 110 km/h. Alors ici, comme il y a du brouillard, on va rouler en feu de croisement, mais également en feu de brouillard avant et arrière. Interdit de rouler ici avec les feux de route. Concernant la vitesse maximale autorisée, étant donné qu'on est sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cependant, il y a du brouillard et sur route à chaussée séparée, comme le montre ce document, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Alors, comment savoir si la visibilité est inférieure à 50 mètres ? On voit très bien ici sur les lignes de rive qu'on ne voit pas plus loin que cette ligne de rive-là. Très bien, mais quelle est la longueur de cette ligne de rive ? Eh bien, ça c'est vraiment du court. Donc, sur une route à chaussée séparée, la ligne de rive fait 20 mètres et l'interligne fait 6 mètres. Donc ici, on ne voit pas au-delà de 26 mètres. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours pour passer son code
en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire « Mais attends, mais cette question, c'est une question bête. » Alors, pas tant que ça. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des articles de loi, en fait. Alors, il faut savoir que le pare-brise est un élément de sécurité, d'accord? Ce pare-brise doit être propre tout le temps. Il doit être visible, en fait. Tout le temps. Sachez que vous risquez une contravention de 3e classe et une amende de 68 € si votre pare-brise est sale ou non visible. Donc, ça peut paraître évident, mais plusieurs personnes, par exemple, vont juste dégivrer le pare-brise, juste dégivrer la fenêtre, ou une partie, ou alors vous roulez avec des pare-brises sales. Et bien ça, c'est une contravention. Donc oui, je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le port de la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Alors, concernant les conducteurs, si vous ne portez pas votre ceinture, c'est une contravention de 4e classe, avec un retrait de 3 points sur le permis et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.